en fait, de dire en effet qu'il y a un travail important à faire aussi en dehors des espaces protégés. Et on est allé chercher un peu des exemples d'intervention en faveur des pollinisateurs sur d'autres, enfin, dans d'autres milieux, notamment l'intervention du PNR, donc des causes du Quercy. Donc Anaïs, Hélène, si tu peux ouvrir ton diaporama, donc ouvrir la vidéo, le micro. Voilà, donc tu vas nous présenter un peu des actions assez pointues en faveur donc, des pollinisateurs dans les causes du Quercy, sachant qu'il y a forcément des choses sur lesquelles on pourra s'inspirer dans les réserves naturelles en tant que telles, mais c'est aussi donc redire que les pollinisateurs ils bougent et en dehors de nos espaces protégés, si rien ne se fait, on n'y arrivera pas. Donc Aïs, je te laisse. Ouais. Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui, ça marche. C'est bon, super. C'est en plein écran, c'est bon. Ok, tout va bien. Oui, donc Anaïs Hélène, moi je travaille au Parc des Causes du Quercy, où je suis chargée de mission patrimoine naturel. Et du coup, hop, je ne sais pas si ça défile. Voilà, dans ce cadre-là, on est amené à travailler sur ce qu'on appelle un contrat de restauration de biodiversité. Il y en a sur d'autres territoires, c'est les contrats verts et bleus, c'est tous ces outils en fait, opérationnels qu'ont mis en place les différentes régions pour décliner leur SRCE sur les territoires. Et donc, l'entrée principale, c'est de faire de la restauration de continuité écologique. Donc, c'est tout un programme avec une multitude d'actions. Et nous, dans les actions qu'on propose, il y en a une qui est autour de l'accueil des pollinisateurs, qui est en fait une entrée par rapport à la sous-trame des milieux agricoles cultivés. Donc, l'idée, c'était de voir comment sur cette sous-trame, on pouvait l'améliorer en favorisant les pollinisateurs. Donc, comme plusieurs des actions dans ce contrat, c'est des actions qui sont multipartenariales. Et sur cette action autour des pollinisateurs, en fait, on travaille avec l'ALPO du Lot, le Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées et la Fédération des chasseurs du Lot. Donc, il y a 3 grands volets. Donc, ce que je vous propose, c'est pour comprendre un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette démarche, c'est de balayer vite fait le volet 1 et le volet 3 et de s'attarder un peu plus sur le volet 2 qui concerne plus vraiment la partie réhabilitation. Donc, le volet 1, en fait, c'est travailler sur une partie mélange de semis locaux. L'idée, c'était de pouvoir avant tout répondre à la demande des prescripteurs parce que, voilà, en tant que parc, on est souvent consulté par des élus notamment, nous disant, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, on a souvent des conseils, par exemple, ce qui est facile et évident, c'est de proposer de nouvelles ressources alimentaires. C'est souvent ce qu'on a envie de faire dans le jardin, sur le parc, de la commune, des choses comme ça. Et souvent, le truc simple, c'est d'aller chercher des mélanges spécial abeilles, spécial papillons qui sont proposés dans les jardineries ou autres et qui sont à base d'essence horticole. Donc, nous, on explique bien que non, ce n'est pas forcément ça la solution, qu'il vaut mieux se tourner vers du végétal local qu'on peut retrouver dans le milieu naturel. Et quand on nous pose la question, d'accord, mais où est-ce que je peux me fournir? On est souvent très embêté à ce moment-là. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes là-dessus. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, par rapport à ça, c'est déjà d'être capable de définir sur notre territoire un peu les espèces sauvages et locales qui pouvaient être intéressantes pour les pollinisateurs, mais aussi qu'on pouvait multiplier dans l'idée de se dire, si on arrive à trouver des personnes sur notre territoire qui sont prêtes à multiplier ces plantes, que ce soit du ligneux pour ou des herbacées pour faire des mélanges fleuris, on aura une offre quelque part pour les personnes qui souhaitent pouvoir implanter. Donc ça, c'est basé sur une partie bibliographique, mais aussi sur les observations de terrain. C'est-à-dire que moi, quand je suis en train de faire des inventaires écologiques, à chaque fois que j'observe des choses, par exemple en pleine période de sécheresse, je vois qu'il y a encore de la vipérine en fleurs et que ça permet d'offrir une ressource pour des abeilles, une période où il n'y a plus grand-chose d'autre. Je me dis, cette plante, elle est super intéressante, ça vaudrait le coup de l'intégrer dans des mélanges, par exemple. Et derrière, le Conservatoire botanique, ils ont fait tout un travail plus sur la partie possibilité de multiplication, parce qu'il y a certaines espèces, même si elles sont intéressantes, elles sont très compliquées à multiplier ou à des coûts exorbitants qui fait qu'on ne pourrait jamais les proposer dans des semis. Après, ça a été couplé avec un travail de recherche de producteurs potentiels, effectivement, de gens qui seraient prêts à faire ce type de production. Par exemple,
Là, il y a une personne qui faisait des petits fruits rouges. Et ben, dans les intercultures sur des fraisiers, elle a proposé de mettre en place des graines et des semences de multiplication pour pouvoir après proposer des végétaux. Donc voilà, ça peut rentrer dans le cycle de certaines personnes. Et après, évidemment, il y a tout un travail autour de l'information sur la labellisation, notamment autour de végétal local, parce que, enfin, qui n'est pas une labellisation d'ailleurs, qui est une marque, mais qui permet d'assurer qu'il y a un cahier des charges derrière et qui est quelque part quelque chose de facile pour des personnes qui n'ont pas envie d'aller dans la nature, prélever de la ressource, comment, ou c'est pas toujours évident. En passant par la marque, on assure derrière qu'il y a un cahier des charges et que ce qu'on peut acheter est bien respectueux de la ressource sauvage, on va dire, de la manière dont c'est prélevé. Et on a aussi fait des petites formations sur les techniques de collecte dans la nature. Là, c'est ce que vous voyez en photo en bas, par exemple, pour aller récolter. Comment est-ce qu'on fait pour récolter? Pour inciter les réseaux de récolteurs aussi bénévoles qui pourraient contribuer à trouver des semences. Notamment, on travaille aussi, dans les actions qu'on fait, on a tout un travail sur les haies champêtres, mais ce serait aussi, par exemple, de pouvoir proposer dans les haies champêtres du végétal local et qui est aussi intéressant pour les pollinisateurs. Donc voilà, je ne m'étends pas plus sur ce volet. S'il y en a qui auront des questions plus tard, il ne faudra pas hésiter à me recontacter en direct. Le volet 3 aussi, je le balaye vite fait, c'est le volet qui est plus sur la partie sensibilisation, parce que ça nous semblait effectivement très important qu'il y ait une prise de conscience aussi individuelle et sur les collectivités sur ces enjeux-là. Donc, un des premiers objectifs qu'on avait sur cette sensibilisation, donc ça, c'est vraiment un volet sur lequel on a travaillé étroitement avec la LPO du Lot, c'était qu'il y ait une prise de conscience de la diversité des abeilles. Alors, je ne sais pas si vous constatez ça aussi, nous, on a construit ça il y a 3 ans. À ce moment-là, dès qu'on parlait pollinisateurs ou abeilles, c'était systématiquement Apis mellifera qui était en tête des gens. Et j'ai l'impression que ça évolue un peu, qu'aujourd'hui, quand même, cette diversité, il y a quand même une prise de conscience. Mais après, je ne sais pas, c'est peut-être à force d'en parler autour, mais j'ai l'impression que ça émerge un peu. On voulait qu'il y ait quand même une mesure aussi de ce déclin sur les pollinisateurs chez nous et à travers le monde, parce qu'effectivement, les apiculteurs ont permis de mettre en lumière cette problématique, mais voilà, c'est bien se rendre compte que ce n'est pas que les abeilles domestiques, mais bien tous les pollinisateurs. On voulait aussi, par la sensibilisation, permettre aux personnes de se rendre compte un peu, de mieux connaître l'écologie, en fait, plus particulièrement des abeilles sauvages, pour que chacun puisse, à son échelle, agir de manière autonome. C'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, que se dire, bah, voilà, j'ai des framboisiers, des tiges sèches, bah, au lieu de les couper, je les laisse sur pied, je les couperai qu'au printemps pour permettre la nidification, des choses comme ça. Avoir un peu de terre nue, bah oui, c'est intéressant. Enfin voilà, c'est tout, avoir des éléments d'écologie qui permettent vraiment de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, chez moi, à ma petite échelle. Mais finalement, on se rend compte aussi d'avoir des réseaux de jardins, de choses comme ça, de laisser un peu des herbes hautes, et bien finalement, ça permet d'avoir au final le cumul aussi un intérêt pour les pollinisateurs et les abeilles sauvages en particulier. Donc, on a fait par exemple tous des cycles de veillée là, sur 2 ans qui ont vraiment très, très bien fonctionné, sur lesquels on avait des retours très positifs. Donc, de la même manière, s'il y en a qui sont intéressés pour voir un peu comment c'était construit, tout ça, n'hésitez pas à me recontacter parce qu'on a un déroulé de veillée qui fonctionne très, très bien avec des ateliers pratiques pour que les gens puissent essayer. On a aussi fait des sorties sur le terrain, des chantiers participatifs. Je vous ai mis un peu des photos en bas où on travaille autour de ce qu'on appelait des jardines hôtels à insectes, c'est-à-dire qu'au-delà de juste l'hôtel à insectes, on essaie de parler de la diversité des espèces que ça peut accueillir, mais aussi des plantes sauvages qu'on peut mettre autour et vraiment travailler sur l'intérêt de la ressource alimentaire, de la disponibilité pour la nidification, aussi d'avoir un peu de boue, un peu de sable, des choses comme ça. Et on a aussi travaillé sur des outils de communication, là, ce que vous voyez en bas, des petits sachets de graines, par exemple, qui peuvent être distribués aux élus ou aux habitants, qui mettent en avant l'intérêt du végétal local et qui essaient d'être un peu exemplaires en mettant derrière la liste des espèces pour que les gens voient bien les espèces qu'ils vont semer et qu'ils puissent aussi tester et voir ce que ça donne pour donner envie en fait, de travailler plus sur du végétal local en ressources alimentaires. Voilà, donc je finis là. Donc sur le volet 2, en plus, qui est vraiment plutôt la réhabilitation de parcelles,
Donc, on a travaillé avec donc, la Fédération de chasse que je vous disais, qui ont fait 20 parcelles en milieu agricole et qui ont travaillé plus sur un mélange de fabacées et de messicole. Donc, je précise bien que chaque fois qu'on a mis des semis en place, ce n'était pas sur des milieux naturels de qualité. Hein. C'était soit des friches qui allaient être retournées, soit des terrains qui étaient régulièrement tondus quand c'est sur des collectivités, tout ça. Donc, l'idée, c'était vraiment pas de supplanter des milieux naturels qui étaient déjà diversifiés. On a mis en place 2 parcelles sur des terrains publics sur lesquels on a mis des mélanges de messicole puis des mélanges de vivaces, et 6 autres parcelles sur des terrains agricoles ou privés, pareil sur ces mêmes mélanges. L'objectif, c'était de proposer une augmentation de la ressource alimentaire sur des parcelles agricoles et publiques, et d'expérimenter ces semis du coup auprès de différents publics, voir comment ça réagissait, qu'on soit justement sur le domaine public, privé, agriculteur, et d'évaluer l'efficience de ces mesures. Je détaille juste un peu sur l'évaluation de l'efficience des mesures parce que c'est la partie, on va dire, un peu plus suivie qui peut en intéresser certains. Donc, l'idée, c'est à chaque fois, on a mis en place la parcelle qui était destinée à accueillir un semis et une parcelle témoin systématiquement, et où on faisait des inventaires en année 1 sans aucun semis, des inventaires sur les apoïdes, et en année 2 et 3 où il y avait un semis sur la parcelle semée, tout en continuant à faire les suivis sur la parcelle témoin. Le principe, c'était de faire un passage mensuel de mars à septembre pour essayer d'avoir les espèces précoces et tardives. Et avec le double système, capture au filet pendant 15 minutes, pose des coupelles colorées, et 3 jours après, on passait relever les coupelles et faire des inventaires de toutes les plantes en fleurs pour essayer de voir s'il y a une corrélation justement entre la diversité floristique qu'on observe à un moment donné et les communautés d'abeilles observées. Donc derrière, on saisit toutes ces données-là. Et aujourd'hui, donc ça, c'est Rémi Rudel qui s'occupe de l'identification des espèces. On n'a pas encore fini de faire les identifications, donc on n'a pas encore fait l'analyse des résultats. Mais déjà, on s'est rendu compte qu'on avait quand même sur ce qu'on a relevé aujourd'hui 172 espèces sur ces 8 petites parcelles, dont 10 nouvelles espèces, a priori pour le lot, par rapport à ce qu'on en connaissait de l'inventaire et de la bibliographie qui avait été fait par Christophe Philippe, dont les listes avaient été validées. Avec dedans certaines espèces qui peuvent peut-être nous donner aussi des informations sur justement des affinités plus méditerranéennes qui remontent un peu, des choses comme ça. Donc ça, c'est des photos qu'a mis Rémi sur les espèces qu'il a pu observer, avec des choses un peu intéressantes, et notamment qui peuvent être récupérées facilement dans les coupelles. Donc ça rebondit un peu sur ce qui avait été dit en début de matinée, l'intérêt de coupler les coupelles colorées aux captures à vue. Donc là, c'est un exemple vite fait sur une parcelle où les semis ont bien fonctionné. Donc vous avez la photo à droite, vous voyez les semis. Et on voit qu'effectivement, alors ce n'est pas des données statistiques avec un nombre suffisant, on n'est pas dans un cadre de recherche, hein, mais c'est pour voir un peu des tendances qui émergent. Et on se rend compte déjà qu'a priori, sur les parcelles semées, on aurait quand même un plus grand nombre d'espèces en quantité, mais aussi en diversité. Et avec certaines espèces assez intéressantes qu'on retrouve uniquement sur les parties semées. Donc, a priori, ce serait assez encourageant, mais il faut encore analyser tous ces résultats. Donc derrière, je vais faire vite parce que je vois que je passe un peu le temps. En termes de retour d'expérience, ce que je dirais, ce qui est important, c'est de gérer cette notion d'esthétisme. Si vous voyez les photos d'en haut, on voit une même parcelle. Au printemps, c'est très joli. En été, il faut s'attendre à ce que tout soit tout sec. Et autant les agriculteurs, ils peuvent être habitués à ce genre de choses, ça ne les dérange pas. Mais quand on travaille sur du domaine public, on peut avoir des retours assez peu enthousiastes, en fait. Et surtout, le fait de préserver les pollinisateurs pour préserver les pollinisateurs, on se rend compte que ce n'est pas la motivation première. Le fait que ce soit joli, c'est très, très important, a priori, pour le grand public et pour les élus. Il faut savoir que les résultats qu'on a eus sur nos parcelles sont très aléatoires. On voit d'une année à l'autre ou d'un terrain à l'autre. Des fois, on a des parcelles très fleuries, très jolies, et d'autres, au contraire, il y a très peu d'espèces qui ressortent. L'importance de signaler, matérialiser, informer, ça c'est vraiment pour se dire qu'il n'y ait pas il y a souvent des curieux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe, et c'est vraiment un moment important de pouvoir communiquer et dire ce qui se passe sur les sites pour que justement aussi nos suivis soient respectés, que les coupelles restent bien en place, par exemple, comme ça reste pendant plusieurs jours.
Et aussi l'implication de tous est nécessaire. C'est ce que je vous ai mis là, vous voyez la photo en bas. Par exemple, un site, on avait mis les panneaux pour informer. La personne qui était sur la commune, qui devait s'occuper de faucher, de gérer le site, en fait, elle a balancé le panneau dans une haie, je l'ai retrouvé plusieurs mois plus tard. Donc, c'est vraiment important de se dire qu'il faut que toutes les personnes qui sont sur le projet puissent être vraiment impliquées si on veut que ça se déroule bien. Et un peu dans la même veine, il faut être présent à toutes les étapes. C'est vraiment important parce que quand on n'est pas là, en fait, il y a des choses qui peuvent avoir été mal comprises ou moins bien faites. Par exemple, sur un site, un agriculteur s'était engagé dans la parcelle témoin à supprimer des petits fourrés qui faisaient que la parcelle était trop refermée pour une parcelle témoin, puis finalement, il ne l'a jamais fait. Il y a aussi des aléas qui peuvent être imprévus, d'où l'intérêt de multiplier en fait les parcelles, puisque derrière, il peut y avoir, par exemple, là, nous, on a eu le cas d'une personne qui tout d'un coup est tombée malade et qui a dû abandonner. Du coup, on a perdu une année d'études sur une parcelle. Donc, c'est important de pouvoir multiplier les parcelles. Il y a aussi l'aspect compréhension de vocabulaire. Ça, c'est quelque chose d'important. Nous, on parle entre nous, on a l'impression qu'on se comprend. Et par exemple, sur les notions de sauvage, moi, c'est plutôt sur le cas d'une haie que je donnerai l'exemple, mais c'est quand même assez parlant. Il y a une commune qui a mis en place une haie champêtre. Et je vois qu'ils ont mis que des espèces horticoles. Et je leur dis, ah oui, c'est bien votre initiative, mais si vous voulez, il faudrait qu'on travaille ensemble, voir un peu sur les plantes sauvages. Et eux, ce qu'ils m'ont répondu, c'est, ah mais ce ne sont que des plantes sauvages, on n'a rien acheté, on a tout récupéré dans des jardins. Et c'est là qu'on se rend compte que notre vocabulaire ne dit pas la même chose. Et quand j'ai parlé, pareil, sur un site, de faire un travail superficiel du sol, quand je suis revenue, en fait, il y avait de l'herbe absolument partout, le sol n'était pas travaillé. Et parce que la notion de superficiel n'était pas du tout comprise. Pour lui, c'était superficiel, ça voulait dire en fait, qu'on laisse plein de choses sur place. Donc voilà, ces notions, c'est assez important. Après, nous, on est parti sur des surfaces de 300 mètres carrés minimum, ce qui n'est pas toujours facile à appliquer, surtout quand on est sur des terrains communaux. Donc, je ne sais pas, et s'il y en a qui ont des avis là-dessus, si c'est vraiment nécessaire. Nous, on est parti là-dessus par rapport à des recommandations du Conservatoire botanique pour que le semis ait un effet. Je ne sais pas si c'est vraiment important de faire ça ou si de toute façon, même si on fait plus petit, ça reste intéressant de quand même faire des choses. Donc ça, c'est question ouverte. Et il y a aussi la partie gérer l'aléa climatique, c'est-à-dire que nous, on était plusieurs intervenants. Donc, quand tout d'un coup, en fait, la météo n'est pas favorable, que le jour des inventaires change et qu'il faut qu'on soit 3 ou 4 à se caler sur le jour où il faudra aller prélever les pièges, ce n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et aussi, tout ce qui est transmission, remplacement du matériel, il faut y penser parce que ce n'est pas toujours facile non plus. Donc voilà, je fais vite. Et donc nous, ça nous a apporté derrière pas mal de choses quand même. Là, c'était les points un peu plus de vigilance, mais là, sur ce que ça nous a apporté, il y a tout ce qui est connaissances spécifiques en fait. Parce que quand même, du coup, on a beaucoup de données d'espèces d'abeilles qu'on n'avait pas forcément avant. Et il y a aussi tout ce qui est prise accessoire des pièges parce qu'on a gardé tout le matériel. Donc aussi, dans les autres groupes, on pourra faire plus tard de la détermination sur les autres espèces. On devrait faire, normalement, Rémi travaille un peu sur une proposition de détermination de terrain qu'on devrait aussi pouvoir utiliser. Il y a aussi toute la partie calage méthodologique sur le relevé de végétation. Donc, je ne vais pas détailler, mais ça a été très compliqué à mettre en place. On a fait des allers-retours sur comment, entre le temps passé, les résultats, tout ça. Mais pareil, comme on arrive un peu au bout du temps, je pourrais développer s'il y en a que ça intéresse. Pareil, sur la méthode des relevés apoïdes, on se pose un peu la question sur l'intérêt des coupelles et les résultats nous montrent que c'est quand même vraiment intéressant de coupler. Aujourd'hui, on a des réalisations concrètes sur lesquelles s'appuyer, sur lesquelles on peut montrer des exemples pour d'autres gens qui voudraient faire du semis. On a un mélange de fleurs aujourd'hui qui existe, qui est élaboré avec un prix et des préconisations pour ceux qui voudraient les mettre en place. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et finalement, tout ce qu'on a un petit peu vécu sur nos sites, ça nous a aussi permis d'évoluer sur ce qu'il faudrait faire. Par exemple, sur un site, il y a une personne qui a tondu la moitié de la parcelle qui était normalement sur les suivis. Et en fait, ça a été super intéressant parce que derrière, quand tout le reste de la parcelle était cramé, là où ça avait été tondu, ça a permis de retarder la floraison. Et vraiment, cette notion de gestion différenciée en n'ayant pas toute la même gestion partout, ça permet, je trouve, d'étaler la ressource florale dans le temps, quoi. Et donc, je finirai avec cette diapo qui était un peu plus sur les espaces naturels protégés. Qu'est-ce que ça peut nous permettre d'avancer ?
Donc, je pense qu'il y a tout un travail qui peut être intéressant à faire sur les semis issus de fonds de grange. Là, nous, on est parti de semis qui étaient faits par un producteur qui s'appelle Semences Nature, mais sur toute la partie semis de fonds de grange, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire, notamment sur les prairies. Sur les méthodes aussi de récolte sur les prairies. Donc, je vous ai mis un lien vers un site où il y a des choses très intéressantes qui sont faites là-dessus. Voilà. Après, il y a aussi tout le travail qu'il y a à faire, je pense, en tant qu'espace naturel protégé pour habituer les gens à ces milieux-là, justement sur cette notion d'esthétisme et faire évoluer cette notion d'esthétisme en multipliant un peu ces milieux naturels non fauchés. Sur l'accompagnement de la gestion des bords de route aussi. Après, il y a aussi tout ce qui est le travail sur la conception en avant des mélanges adaptés aux différents contextes. Je pense que chaque territoire, si on peut avoir ça, ça aide aussi pour aider après les prescripteurs. Ça peut être, je pense, réemployé aussi dans la restauration de milieux en accélérant la série de végétation pour retrouver un habitat recherché. C'est-à-dire que rensemencer, ce n'est pas forcément une panacée, mais dans certains cas, ça peut quand même être utile, notamment sur les milieux secs où des fois, ça met beaucoup de temps à se renaturaliser. Et enfin, je pense que c'est des réflexions qu'on a aussi avec le parc des Grands Causses, mais faire des suivis, ça a été un peu parlé ce matin aussi, mais des espèces par rapport à des pratiques de gestion de milieu naturel non semés aussi, refaire un peu ces suivis, je pense peut nous permettre de travailler vraiment sur les pratiques agro-pastorales et les adaptations des plans de gestion éco-pastorale avec les éleveurs. Voilà, désolée pour le temps dépassé. Très bien, merci pour cette intervention. C'est ce retour d'expérience, c'est intéressant pour nous parce qu'en effet, on a les agriculteurs aussi sur nos espaces, on travaille avec les communes, donc on va pouvoir s'inspirer de ce retour d'expérience. Il y a beaucoup de questions, j'ai l'impression notamment sur ces questions de rapport avec les agriculteurs. Laurent, peut-être? Oui, il y a pas mal de réactions, de questions. Une de Karine Venel qui se demande s'il est envisagé de laisser la flore sauvage s'exprimer à l'aide des graines en dormance dans le sol. Oui, je ne sais pas si... Ouais. Oui, en fait, de fait, comme on fait un travail superficiel du sol, les graines sauvages s'expriment beaucoup. C'est passé vite un peu les photos, mais par exemple, quand il y a des pieds de luzerne ou des espèces qui sont intéressantes, qui sont déjà sur place, à des endroits où il y avait déjà de l'origan, des choses comme ça, elles sont restées en place. Et en plus, il y a plein de choses naturelles qui sont exprimées. Et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé une première année avec des messicoles, parce que ça demande un sol travaillé, mais qu'après, on est parti sur des vivaces dans l'idée qu'après, il n'y a plus besoin de retourner le sol chaque année et que ce soit vraiment la banque de graines en place qui soit là et que ce soit vraiment le côté, on essaye d'avoir des dicotylédones au maximum, mais que ce soit un milieu naturel riche en fleurs, quoi. Merci. Puis il y a une dernière question d'Adrien qui s'interroge si les agriculteurs avec lesquels vous avez travaillé ont été suffisamment sensibilisés pour gérer les bords de parcelles de manière différenciée. Alors, je serais incapable d'y répondre parce qu'on avait encore cette année les dernières parcelles, donc on ne peut pas savoir comment ça va porter cette action dans les années à venir. Mais effectivement, ce sera quelque chose d'intéressant à regarder. En tout cas, ce que je dis, on avait des retours qui étaient assez hétérogènes, des gens qui étaient plutôt contents de faire ça parce que vraiment, ils étaient contents de participer à la préservation des pollinisateurs, et d'autres qui étaient, et quand même pas mal finalement, qui étaient quand même très sensibles à l'aspect esthétique. Et où du coup, ça n'a pas toujours forcément rempli complètement ce rôle-là, puisque forcément, on est sur des espèces sauvages qui sèchent en été et on n'est pas sur la grosse parcelle pleine d'espèces horticoles qui fleurissent pendant très longtemps et plein de couleurs dans tous les sens, quoi. Merci. C'est important pour nous d'avoir en tête ces questions-là. Donc là, je vais être obligé d'arrêter les questions parce qu'il faut absolument qu'on puisse continuer et profiter de la dernière intervention là, du Parc national des Cévennes.